Donc, nous passons à la deuxième conférence qui va nous emmener voyager un petit peu également. Du terrain au modèle, la construction d'une histoire géologique de l'Europe à travers quelques dates, images et concepts. Et cette conférence est en lien avec la suivante. Il y a une cohérence pédagogique entre les deux intervenants suivants. Voilà. Je rappelle que Michel Balèvre, qui est un habitué de nos journées nationales, on l'a connu comme ça, au Bureau national, est professeur des universités à l'Université Rennes 1. Il est président du conseil scientifique de la réserve naturelle de Groix et plein d'autres compétences qu'il n'a pas souhaité nous donner. Et jeune retraité, voilà, actif, comme vous pouvez le remarquer, les retraités ne sont pas en retraite, ils sont actifs, voilà. Bonjour, merci à tous d'être là. Oui, je suis un retraité, j'ai demandé l'éméritat pour pouvoir continuer à travailler pendant au moins 5 ans tranquillement, sans enseignement et sans administration. En réalité, voilà le point. Pour vous rassurer tout de suite, je commence par une boutade. Vous connaissez la différence entre la science et la technologie? La technologie, c'est ce que les vieux enseignent aux jeunes. La science, c'est ce que les vieux enseignent aux jeunes. La technologie, c'est ce que les jeunes enseignent aux vieux. Donc, pas de souci, quand je fais cours et que j'utilise des outils que je ne maîtrise pas bien, je demande aux étudiants de m'aider. Voilà. Bon. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu le fondement d'une démarche. Damien vous expliquera, et vous connaissez pour la plupart d'entre vous, ce que sont les différents cycles orogéniques en France. Ce qui m'intéresse aujourd'hui avec vous, c'est d'avoir un point de vue un peu historique. Comment on en est arrivé là? Alors, ça revient à faire un petit peu de l'histoire de notre discipline. Et on peut avoir deux visions de la géologie. On peut avoir une vision qui est déterministe, qui est se dire il y a des lois physico-chimiques qui s'appliquent, et la géologie c'est simplement un cas particulier de ces lois. On peut avoir une vision qui est plutôt historique, au sens la contingence, c'est-à-dire que dans une histoire il arrive des choses qui ne sont pas prévues pour une raison X ou Y. Et donc les lois s'appliquent certes, mais l'histoire elle-même, elle n'est pas seulement dépendante de ces lois-là. Et quand on raconte une histoire géologique, on navigue toujours entre ces deux points de vue. Alors c'est vrai en géologie, c'est vrai en biologie aussi. Je rappelle, c'était le titre d'un livre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. C'était ce qu'exprimait Stephen Jay Gould à propos de l'évolution dans La vie est belle. Et donc je vais revenir sur ces différents points avec une approche historique. Alors une approche historique, a priori, c'est quelque chose qu'on fait quand on a une bibliothèque avec des vieux livres. Et je me faisais cette réflexion que quand on enseigne la biologie, qu'on enseigne la géologie, qu'on enseigne les sciences d'une manière générale, on a une attitude complètement différente de l'enseignement en lettres ou en art. On enseigne nos sciences comme si en littérature on ne donnait à lire les livres qui étaient publiés seulement après 1980 et que le passé n'existe pas. Voilà. C'est comme si on enseignait la peinture à partir de Picasso et que Véronèse ou Lascaux, ça n'existait pas non plus. On est totalement aveugle sur l'histoire de notre propre discipline, à part, bon, on a quelques noms que nos élèves, nos étudiants connaissent, Darwin, peut-être Wegener, voilà. Et puis, si on prend un outil qu'on utilise tous les jours comme les cycles orogéniques, on ne sait pas d'où ça sort. Voilà. Et peut-être que le fait qu'on prend souvent les scientifiques pour des gens non cultivés, entre guillemets, il tient précisément au fait qu'on ne raconte jamais la naissance des concepts qu'on utilise. Alors ça a un défaut, c'est que ça paraît à beaucoup de nos étudiants ou de nos élèves barbants. Ça a un avantage,
c'est que très souvent, ils n'osent pas formuler des questions. C'est-à-dire ils croient avoir compris un certain nombre de choses, ils comprennent à travers notre cours que c'est faux, mais ils n'osent pas nous dire qu'est-ce qu'ils pensaient antérieurement. Et de refaire une démarche historique, ça a cet avantage que ces fausses réponses à des vraies questions, il y a déjà des gens avant nous qui se les sont posées et qui ont travaillé sur ce point-là et qui l'ont expliqué. Et donc pour les élèves, ça démystifie un petit peu la manière dont on arrive à un résultat final complet. Alors, avantages et inconvénients, en principe, il faudrait, à cet égard, on va vers un monde numérique, je sais parfaitement, il faudrait qu'on ait un certain nombre de vieux ouvrages dans nos bibliothèques, c'est-à-dire qu'on préserve cet aspect, que les élèves y aient accès. Bon, c'est pas tout à fait le cas. Alors, on revient sur la manière dont les choses se passent. On a deux ancêtres fondateurs qui sont Werner et Hutton, dont vous avez sans doute entendu parler. Werner, il est très souvent il est pas beaucoup apprécié aujourd'hui parce qu'il fait partie des gens qui pensaient que finalement le granit c'était une roche sédimentaire, et que au fur et à mesure que la température de l'océan primordial diminuait, on avait les roches d'abord granitiques, puis les roches métamorphiques, puis les roches sédimentaires qui se formaient successivement. Bon. Donc il a été fort déprécié pour cette raison-là. Et le point très important, c'est qu'il avait une vision du temps qui était absolument linéaire. Alors que son concurrent de l'époque, c'était Hutton, qui lui avait une vision du temps qui était cyclique. Nos cycles orogéniques, c'est lui. D'accord, qui s'opposait à Werner sur un certain nombre de points, notamment sur l'origine des granites. Et puis, derrière cette opposition entre un temps linéaire et un temps cyclique, il y a une autre opposition. Werner, c'était plutôt ce qu'on appellerait un empiriste. C'est-à-dire qu'il a formé des générations de miniers en particulier, qui connaissaient extrêmement bien les objets, les cailloux, les minerais, d'accord, qui étaient des praticiens de terrain, alors que Hutton, c'était plutôt quelqu'un qui était un cerveau, qui imaginait les choses, et lui il s'est dit, le temps c'est quelque chose qui est cyclique, donc comment je peux trouver ça dans l'enregistrement géologique? Ah, peut-être qu'une discordance, ça serait un objet qui m'intéresserait de trouver. Il a passé 10 ans à rechercher une discordance. Donc, je pourrais aussi opposer ces deux personnes en disant que l'un était un empiriste et l'autre était un hypothético-déductif. Okay, deux manières de traiter, deux manières de voir la science. Est-ce que c'est une accumulation de données à partir desquelles on élabore des lois générales, ou est-ce qu'on travaille d'abord sur des lois générales et ensuite on les applique à des cas particuliers? On navigue bien sûr toujours entre les deux. Alors, je ne vais pas revenir, la notion de cycle, elle implique une répétition dans le temps des mêmes événements. Alors, le cycle le plus classique, c'est un cycle qui va depuis la sédimentation, le plissement des couches sédimentaires pour former une chaîne de montagne, l'érosion de cette chaîne de montagne, et puis ensuite on dépose à nouveau par-dessus les couches érodées, une succession sédimentaire. Et on peut répéter ça plusieurs fois dans l'histoire géologique, et l'élément majeur qui met en place ces cycles, ce sont les discordances. Le fait que, vous connaissez tous, à un endroit donné, on trouve des couches, horizontales ou non, suivant ce qu'elles ont subi par la suite, qui reposent sur d'autres couches inclinées. Et donc là, j'ai à la fois donc, la première étape du cycle, les sédiments qui se sont formés ici, le plissement, je ne vois pas mais que j'imagine, l'érosion, et puis ensuite, ici, le dépôt des couches sédimentaires les plus récentes. Alors en quoi ça intéressait Hutton en particulier? À cette époque-là, on ne disposait pas de l'horloge atomique. Et donc, ce qu'on comprenait simplement, c'est que l'érosion, c'est un processus qui est relativement lent, et que ici, là, cette ligne-là de discordance, elle marque une période dans le temps, une lacune dans le temps, qui est nécessairement considérable.
Et c'est ça qui a donné ce qu'on appelle le temps long aux géologues. C'est ça qui a permis de comprendre que entre cette sédimentation, ce plissement, cette érosion, cette nouvelle sédimentation, il s'écoule nécessairement un temps qui, à l'échelle humaine, est extrêmement long. Donc, les géologues, une fois qu'ils ont compris ce qu'était une discordance, les ont cherchés sur le terrain, et on s'est rapidement aperçu que des discordances, il y en a différents types. Toutes les discordances, évidemment, ne sont pas équivalentes. Alors, il y a celles les plus classiques que l'on voit quand, c'est l'exemple que je venais de montrer, quand des couches sédimentaires inclinées, plissées, sont érodées et recouvertes en discordance par une succession horizontale. Je vais vous en montrer un certain nombre d'exemples. Ça, c'est la chose la plus classique. Alors évidemment, on comprend aussi qu'il y a deux échelles différentes. Il y a ce qu'on peut voir à l'échelle d'un affleurement d'une carrière, et puis ce qu'on voit à l'échelle de la carte au millionième. Voilà. Une discordance angulaire relativement forte, une discordance angulaire qui peut être extrêmement faible, et tellement faible d'ailleurs que même si je la vois à l'échelle de la carte, je ne la vois pas à l'échelle de l'affleurement dans ce cas-là. Et puis il y a d'autres types de discordances qui obéissent à des critères un petit peu différents. Quand on a des couches sédimentaires qui reposent par exemple sur un granit, bon, on comprend bien qu'il y a une lacune de temps entre les deux, mais on ne voit pas clairement la discordance au sens d'une discordance avec des couches ayant un certain angle en dessous de couches ayant un autre angle. Et puis il y a une petite subtilité dans la notion de discordance, c'est qu'une discordance, telle que je l'entends, ça peut être une différence d'angle, mais il y a les discordances le long desquelles il n'y a pas de différence d'angle. Il y a juste une lacune. D'accord? Il y a deux objets, deux choses différentes derrière le mot discordance. Il y a la différence d'angle entre des couches, quelle qu'en soit l'échelle, et la lacune dans le temps où j'ai perdu une information. Alors, en France, on utilise le mot discordance pour tous ces cas de figure. Les Anglais ont donné des noms très précis pour ces différents types de discordances, de façon à ce que dans leur vocabulaire, les choses soient tout à fait claires. Alors, un autre personnage dont vous avez sans doute entendu parler, c'est Lyell, qui a publié un ouvrage au début du 19e siècle qui s'appelle Les principes de géologie, enfin les principes et puis après les éléments de géologie. Ça a commencé en 1830 et ça a été publié assez longuement. Vous le connaissez sans doute parce que Darwin, quand il est parti pour son voyage à bord du Beagle, avait déjà lu le premier tome qui était paru, et avait emporté le deuxième tome des principes de géologie de Lyell. Et Lyell a eu deux points qui sont vraiment importants. L'un, c'était l'actualisme, de dire que ce qui s'est passé autrefois doit pouvoir être compris à la lumière de ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y avait pas de cause exceptionnelle. Et puis, le deuxième point qui était très important, c'était l'uniformitarisme. Donc, à ce sujet-là, il s'opposait plutôt au cycle, qui était de dire les choses sont dans le temps, en moyenne, identiques. Alors, du coup, il a produit un certain nombre de dessins. Ça, c'est un dessin, une gravure aquarellée qui est tirée des principes de géologie de 1834, dans la première traduction française, et sur lequel ça nous paraît très moderne. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui était absolument révolutionnaire. De pouvoir se dire que, ok, j'ai un édifice volcanique ici, et j'ai du magma en profondeur qui l'alimente. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des roches intrusives qui occasionnent un métamorphisme de contact au même moment que la sédimentation a lieu en domaine marin. Ça, c'est exactement le contraire de ce que disait Werner. Werner disait la Terre a été recouverte par un océan, l'océan s'est progressivement refroidi, on a fait des roches qui sont de température en quelque sorte de plus en plus faible. Donc à partir de ce travail-là, donc ça c'est la traduction française de 1839, mais 1830 on va retenir,
les bases méthodologiques pour comprendre l'histoire de la Terre, elles sont fixées. Hein, on a différents types de roches qui peuvent s'être formées simultanément, et les césures dans l'histoire de la Terre sont marquées par les discordances. Alors une fois qu'on a compris cette succession de cycles, reste deux points à discuter. Le premier point, c'est la répartition dans le temps et dans l'espace de ces différents cycles. Le cycle orogénique calédonien, le cycle orogénique hercynien, où sont-ils? Alors, les choses sont petit à petit éclaircies. Alors, on peut les éclaircir à deux niveaux. On peut les éclaircir en réalisant une carte d'Europe, en montrant les différents domaines où telle chaîne de montagnes s'est formée. Voilà, la chaîne calédonienne, eh bien, c'est dans les Calédonides irlandaises, écossaises et scandinaves. La chaîne hercynienne, c'est tout le sud de l'Europe et la France en particulier pour nous. Et puis éventuellement, on peut même aller voir ce qui se passe non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que la chaîne calédonienne a une prolongation, la chaîne hercynienne a une prolongation. Alors évidemment, pour nous, ce schéma, il paraît absolument daté, périmé, dans la mesure où on comprend bien que ici, il y a pour nous l'océan Atlantique, voilà, et que si l'on trouve les mêmes chaînes de part et d'autre de l'Atlantique, c'est parce qu'au moment où ces chaînes se sont formées, précisément, l'Atlantique n'existait pas. Alors, ce travail, c'était le travail de Marcel Bertrand, qui était un tectonicien, et qui, lui, disait chaque chaîne a une histoire qui lui est propre, dans laquelle il y a des terrains antérieurs à la chaîne de montagne, les sédiments, des terrains finalement synchrones de la chaîne de montagne, et puis des terrains postérieurs qui sont liés à l'érosion de la chaîne de montagne. Et de ceci, il nous reste deux mots qu'on utilise continuellement, qui sont les mots de flysch et de molasse. Hein, le flysch, c'est les terrains sédimentaires qui sont déposés au moment où se forme la chaîne de montagne dans la fosse qui est à l'avant de la chaîne de montagne. Et la molasse, pour nous, c'est les terrains qui sont déposés après la chaîne quand on la détruit. Et donc ce qu'a essayé de montrer Marcel Bertrand, c'est que chaque chaîne de montagne a son flysch et sa molasse. Alors par exemple pour la chaîne calédonienne, c'était les vieux grès rouges. Pour la chaîne hercynienne, c'était les nouveaux grès rouges, autrement dit le permien qu'on a vu tout à l'heure en photographie, là, qui était exploité pour l'uranium. D'accord. Et puis pour la chaîne alpine, c'est la molasse au sens classique du terme. Voilà, c'était une vision cyclique, mais qui allait bien au-delà de ce qu'on peut penser. C'était pas simplement la répétition de trois cycles différents dans ce cas-là, mais c'était en plus le fait que l'histoire de chaque cycle a des similitudes. Alors, petit à petit, se met en place ce qu'on utilise continuellement. Le cycle calédonien au Paléozoïque inférieur, le cycle hercynien au Paléozoïque supérieur, le cycle alpin qu'on est en train de vivre en quelque sorte. On est dans la phase de plissement, de formation des chaînes alpines, les Pyrénées et les Alpes, tous séparés par des discordances. Alors cette discordance est la discordance majeure, j'y reviendrai. Évidemment, tous ces cycles n'affectent pas de manière identique l'ensemble du territoire à un moment donné. Le cycle calédonien, il est plutôt en Europe du Nord, le cycle hercynien plutôt en Europe du Sud, et le cycle alpin lui-même, il est plutôt, je vais dire, méditerranéen. Ce qui fait qu'un certain nombre d'auteurs ont commencé à proposer des cartes distinguant des domaines qui sont stables depuis de très nombreuses années, millions d'années, centaines de millions d'années, milliards d'années, et leur ont donné des noms. Alors j'ai été assez surpris de voir un travail de Bailey en 1928 qui va utiliser un vocabulaire sur lequel on reviendra, qui est très moderne. Regardez, ça c'est l'Amérique du Nord,
Alors ici, il y a une chaîne de montagnes qui sont les cordillères, et une chaîne de montagnes, elle est limitée par rapport au socle peu déformé, voire pas déformé du tout, par ce qu'il appelait le front de la chaîne de montagne. Et donc effectivement, on a le front de la cordillère des Rocheuses qui est ici, et puis symétriquement de l'autre côté, qu'on avait déjà vu dessiner par Marcel Bertrand, on a un front calédonien et un front hercynien qui finalement sépare un domaine qui a été déformé au Paléozoïque d'un domaine qui est très stable depuis fort longtemps. Et ce domaine s'appelle Laurentia. Laurentia, tout le monde le comprend, c'est lié au fleuve Saint-Laurent. Et le même auteur a produit un schéma avec le même graphisme pour l'Europe, sur lequel on retrouve au nord un domaine stable qu'il appelle Baltica, on appelle encore entre nous Baltica, on verra. Et puis ensuite on a un certain nombre de chaînes de montagnes, la chaîne calédonienne, l'Oural, une chaîne qu'on connaît peu nous en France qui s'appelle les Timanides, la chaîne timanienne ici, d'accord, et puis l'ensemble des chaînes alpines, les chaînes hercyniennes puis alpines qui sont situées aussi au sud. Donc là, on a mis en place, avec des éléments extrêmement modernes, je vais y revenir, l'ensemble de ce qui nous intéresse. Alors, vous remarquerez que ici est noté en toutes lettres Laurentia. Donc ça veut dire qu'en 1928, Bailly a parfaitement, je vais vous expliquer pourquoi, il y a des raisons, ça ne tombe pas du ciel, il a parfaitement compris que ce morceau-là, le nord-ouest de l'Écosse, était canadien, de cette manière-là. Alors, petit à petit, on arrive au schéma qu'on connaît tous. Différentes personnes, Stille, un Allemand, a dit il y a une paléo-Europe, une méso-Europe, une néo-Europe. Et la paléo-Europe elle-même se fait aux dépens d'une Europe primitive ou Europa, qui comprend, alors je vais le dire avec les mots qu'on utilise maintenant, Baltica et Laurentia. Donc ces notions, vous voyez, sont toutes les images que je vous montre sont antérieures à la dérive des continents de Wegener, à la tectonique des plaques. Voilà. Donc on a un fondement extrêmement robuste de ces différentes notions. Alors Stille, ce serait un peu caricatural de dire que c'était un Allemand et qu'il était, qu'il voulait que les choses soient parfaitement ordonnées, mais en partie c'est vrai. Il a voulu absolument qu'à l'intérieur de chaque orogenèse, il y ait un certain nombre d'épisodes de plissement qu'il a nommés. Alors, il y a des choses qui nous intéressent, nous. Hein. L'orogenèse calédonienne, il y a une phase sarde, taconique, ardennaise. C'est chez nous, ça. Une phase bretonne, une phase sudète, une phase asturienne, une phase salienne, une phase palatine. Et si vous prenez le dictionnaire de géologie de Foucault et Raoul, par exemple, vous verrez que tous ces mots figurent. Hein, voilà, l'héritage, il est là. Hein, la question derrière ça était de se dire, est-ce que quand on construit une chaîne de montagne, on a une déformation progressive qui affecte des domaines de plus en plus vastes, ou est-ce qu'au contraire, on fait des épisodes qui sont bien séparés dans le temps? Alors, je ne reviendrai pas sur ces cycles orogéniques, je pense que Damien va vous en parler, mais on s'accorde généralement à retenir les cycles calédoniens, hercyniens et alpins comme étant les grands ensembles, et je répète, a priori, entre ces différents cycles, il faut qu'on ait, je ne vais pas revenir sur le détail, il faut qu'on ait des discordances, j'y reviendrai. Alors évidemment, ces cycles maintenant, on les intègre avec un nouvel outil qui s'appelle la dérive des continents, la tectonique des plaques, Wegener. Alors évidemment, Wegener, il avait une vision à grande échelle, il avait compris qu'il y avait un méga-continent unique à la fin du Permien, et puis qu'il a appelé la plongée. Et que ce continent s'est progressivement fragmenté pour arriver à la situation actuelle. Bon, vous savez tous qu'il avait parfaitement raison.
Mais vous savez tous aussi que la communauté géologique dans son ensemble lui a donné un coup de couteau dans le dos parce qu'elle l'a abandonné. Il est mort en 1930 au Groenland sur son glacier en essayant de mesurer la dérive entre l'Europe et le Groenland, voilà, par des mesures astronomiques. Bon, il voulait faire de la triangulation avec les constellations, ce qui était correct sur le fond, mais inatteignable parce que, oui, la différence d'angle est trop faible, hein, vu la vitesse d'écartement des plaques. Mais il faut quand même se souvenir que les géologues l'ont abandonné. Alors, l'ont abandonné pour quelle raison? Eh bien, ils l'ont abandonné parce qu'ils se sont soumis. Voilà, c'est là qu'on revient sur les problèmes de contingence ou de déterminisme. Les historiens sont toujours des personnes qui défendent la contingence, qui défendent le hasard. Je n'avais pas prévu cela, la contingence. Voilà. Mais voilà, je suis un historien, je suis conscient qu'il peut se passer des choses que je ne prévois pas exactement. Et les physiciens, eux, ont une vision qui est plutôt, surtout à l'époque, déterministe. Et ce qu'ils avaient objecté à Wegener, qui était tout à fait correct, c'est que Wegener pouvait certes prétendre que les continents s'écartaient, mais que les mécanismes qu'il proposait étaient faux. Et donc ce que ça nous ramène, c'est une grande question: est-ce qu'on peut comprendre quelque chose en science, c'est-à-dire établir un fait, quelque chose qu'on va accepter, sans qu'on en comprenne les mécanismes? C'est une question qui est toujours d'actualité. Il faut se souvenir que nous, géologues, avons plié devant les physiciens sur ce point-là. Bon, tout à l'heure, il a été fait allusion au cycle de Wilson. Ben oui, une fois que la communauté des géophysiciens s'est rendue compte qu'effectivement, il devenait, pour différentes raisons correctes, de penser qu'il y avait eu un domaine continental unique, la Pangée, à la fin du Permien, qui, après expansion océanique, a abouti à l'éclatement qu'on connaît de nos jours, eh bien, la question s'est posée, ça c'était l'une des questions auxquelles a tenté de répondre Wilson, pas la seule, c'était de se dire qu'est-ce qui se passe auparavant. Et donc, auparavant, ce qui se passe, ben, c'est qu'il y avait d'autres chaînes de montagnes, et que ces autres chaînes de montagnes, eh bien, de la même manière que les chaînes alpines actuelles, quand je dis alpines au sens large des Alpes à l'Himalaya, ou les Andes, elles résultent toujours des mêmes processus, c'est-à-dire d'un processus de convergence après ouverture d'un océan. Et il s'est dit, ben voilà, finalement les images où l'on me montre qu'au Québec, j'ai la même chose qu'en Écosse, ben ça veut dire que il y a une ancienne chaîne de montagnes qui a été séparée par un domaine océanique, et que ce domaine océanique qui s'est refermé, alors en l'occurrence à l'époque, Wilson l'appelait le proto-atlantique, et on lui a fait remarquer que proto-atlantique c'était un peu dangereux comme terme, parce que dans notre esprit à nous, le proto-atlantique ça peut être les stades initiaux de l'ouverture de l'Atlantique. Non, c'est un océan complètement différent qui n'a rien à voir, et du coup on lui a dit il vaudrait mieux changer de nom. Cet océan est devenu, et s'appelle toujours pour nous, le Iapetus. D'accord? Donc cette fois, on est rentré dans le domaine où on sait identifier les cycles orogéniques sur le terrain par l'intermédiaire d'un outil qui s'appelle les discordances, et on sait les interpréter de manière globale en pensant toujours qu'une chaîne de montagnes, c'est la convergence de deux domaines continentaux. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé en 1972. Il y a un petit papier qui fait 3 pages dans la revue Nature. Et il y a 2 auteurs anglais, McElroy et Ziegler, qui disent, alors ce qui est ici, c'est en anglais, dans leur texte, ce sont leurs propres mots, qui sont finalement très carrés dans leurs affirmations, puisque chaque chaîne de montagne résulte de la collision entre 2 continents. Eh bien, ils ont énuméré les différentes chaînes de montagnes.
l'océan qui séparait initialement les deux domaines continentaux. Et donc, pour ce qui nous concerne, nous, je vais m'intéresser maintenant plutôt à nos petites affaires. Il paraît qu'il y a une chaîne hercynienne. Ils ont dit, eh bien la chaîne hercynienne, c'est la collision entre Gondwana et un ensemble au nord qui est l'Europe du Nord-Est, alors le bouclier baltique, plus ici quelque chose qui va aller depuis la Floride jusqu'à l'Angleterre et la Belgique. Et d'un autre côté ici, le bouclier canadien. Et notez bien qu'il y a maintenant deux océans paléozoïques qui apparaissent sur ce schéma. Il y a le proto-atlantique que maintenant on appelle le Iapetus, et le Réique ici, qui est l'océan majeur qui nous concerne. Et du coup, l'idée de base de McKerrow et Ziegler, c'est de dire la chaîne calédonienne, elle résulte de la collision Baltica-Laurentia. La chaîne hercynienne, elle résulte de la collision Gondwana avec ce continent nord. Alors, puisque tout est rassemblé, logiquement, on l'appelle plus ni Laurentia ni Baltica. On a fait un nom composite qui c'est le mot Laurussia. Alors, j'en arrive maintenant à nos propres affaires. Vous voyez qu'il y a un petit... là encore, je n'aime pas beaucoup, enfin... Oui, comme principe de base, nous devrions avoir d'utiliser un mot pour désigner une seule chose et ne jamais désigner un même objet ou un même concept par deux mots différents. C'est ce qu'on fait continuellement avec hercynien et varisque. Bon. Vous faites ce que vous voulez, ça m'est entièrement égal, c'est exactement la même chose. Je ne veux pas rentrer dans les raisons historiques qui fait qu'on peut préférer ou proposer un terme ou l'autre. Voilà, je peux vous l'expliquer en détail. Hein, la tradition germanique, c'est d'utiliser varisque. La tradition française, c'est d'utiliser hercynien. Voilà, il y a des raisons objectives derrière ça. Alors vous savez très bien que la chaîne varisque, finalement, c'est tout le socle paléozoïque de la France. Voilà. Et puis du coup, vous comprenez tout de suite que, normalement, si c'est une chaîne de montagne, je dois définir un front nord, un front sud. Que le front nord de la chaîne, il est assez bien connu, voilà, au sud de l'île. C'est le grand chevauchement qui, pour les géologues ardennais, s'appelle la faille du Midi. Et vous savez tous que, par contre, le front sud, vous voyez, il n'est même pas représenté sur cette carte, parce que je ne suis pas capable de le dessiner de manière propre. Donc, la chaîne hercynienne varisque, elle s'étend sur toute la France, à l'exception de l'île qui est en dehors de la chaîne, qui est au-delà du front nord de la chaîne. Ok ? Alors, ça pose des problèmes, hein, de voir une chaîne de cette manière-là. Le premier problème que ça pose, c'est que on a tous ici à la même échelle, ça c'est simplement une reproduction redessinée du millionième de la France. Hein. On a tout de suite un problème. Regardez la chaîne pyrénéenne, elle fait 150 km de largeur. Regardez la chaîne alpine, arquée, d'accord, mais elle fait 200 km de largeur. Et là, on a une chaîne qui fait 1000 km de largeur. Ça, c'est un premier point qui est troublant. Il y a un deuxième point qui est troublant, dont Damien vous parlera, c'est qu'il y a des régions, le nord de la Bretagne ici, où il y a des roches très anciennes, qui ont 2 milliards d'années, qui n'ont subi, d'autres, on va voir un petit peu, et d'autres qui n'ont pas subi des déformations hercyniennes qui paraissent intactes. Et c'est donc comme si, au milieu de la chaîne ici, il y avait des morceaux pas négligeables, nécessairement assez grands, lors de la centaine de kilomètres ou plus, qui ne sont pas déformés. Voilà. Ce qui fait que c'est assez inconfortable quand on essaye de se demander qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la chaîne, parce qu'on a l'habitude d'aller, je ne sais pas, des zones les plus externes. Ça, c'est la tradition française. Des zones les plus externes peu déformées vers les zones internes très déformées, très métamorphiques. Et les Italiens, en bout de passage, font le contraire. Hein. Ils enseignent d'abord les zones internes, puis éventuellement le Vercors et la Chartreuse à la fin, s'ils ont encore du temps. Bon, voilà. Et de la même manière, dans les Pyrénées, j'ai la zone axiale, et puis j'ai deux zones ici, sud et nord pyrénéennes, qui sont nécessairement moins déformées. Bon, j'avoue que quand je regarde a priori la carte de la chaîne hercynienne, je suis un peu
perplexe, parce que j'ai beaucoup de mal à faire ça de manière correcte. Alors, puisque j'ai dit que les discordances étaient un élément fondamental, c'est un élément fondamental quand on peut y aller avec des étudiants ou des élèves sur le terrain et qu'on peut la montrer. Il y a un certain nombre aussi d'images sur différents sites, j'utilise parfois même vos propres sites pour montrer ça. Bon. Ça, c'est du précambrien. Ça, c'est du cambrien. Le précambrien, ici, il est vertical. Au-dessus, le cambrien, il est horizontal, quasiment horizontal. Donc ça, c'est la discordance qui marque la base du Paléozoïque en Normandie. Ce qui veut dire aussi, quand je vois cette image, hein, je comprends bien qu'il y a eu une chaîne relativement ancienne ici, et puis surtout, je vois que finalement, le cambrien ici, il est quasiment indemne de toute déformation. Or, on m'a dit qu'il y avait des cycles orogéniques plus jeunes, calédoniens et hercyniens, et on a l'impression qu'il ne se passe rien. Bon, alors, parfois on repose sur des schistes, parfois ces conglomérats cambriens, ils reposent sur du granit. En fond de vallon, ici, on a du granit. Autre site classique pour montrer cette discordance. Autre site classique, toujours le précambrien ici, et puis ici le contact qui est là, met en place à nouveau des conglomérats, des grès qui deviennent horizontaux, ça c'est le cap Fréhel, et la discordance elle est située ici. Donc là encore, on voit que dans tout ce domaine, on va dire nord-armoricain, la déformation reste relativement faible. Et puis, donc là je vous ai montré 3 images de la discordance à la base du Paléozoïque. Et vous savez qu'à l'échelle du million de la France, l'autre outil classique que vous avez, c'est la discordance qui est à la base du Mésozoïque. Bon, quelques images classiques, la carrière du Boulonnais, ça c'est le Lycéen, ça c'est le Jurassique. Voilà, on voit très très bien évidemment cette discordance. C'est une vieille photographie hein, qui a été prise par Pierre Thomas il y a assez longtemps. Les choses sont plus visibles. Vous avez les images classiques des anciennes carrières au sud de Caen. Là précisément où on a compris ces successions, une des premières choses, c'est pas un hasard non plus que ce soit à Caen. Hein. Si ça a été travaillé d'abord à Caen, c'est comme les impressionnistes qui allaient à Étretat depuis Paris pour peindre. Ils allaient à Étretat pas parce que Étretat c'était la plus belle chose au monde, hein, les Côtes de Provence c'est plus joli, mais parce que le train permettait d'y accéder facilement. Pour aller voir une discordance facilement depuis Paris, c'est la même chose. Voilà. Bon, ce qu'on voit en Normandie, on le voit aussi en Vendée. Voilà. Alors, cette fois, c'est sur des schistes plus métamorphiques, astorotides, et on voit la succession jurassique qui repose en discordance sur cet ensemble. On le voit aussi, vous voyez, dans une série, on le voit aussi dans les Vosges, où cette fois la discordance se fait sur le Permien. On le voit, je ne sais plus ce que j'ai mis, mais... ah si, voilà, je suis allé dans les Cévennes. Voilà, une localité qui s'appelle le Pompidou, qui est fabuleuse parce qu'on voit parfaitement ici le Jurassique des Causses qui repose sur les schistes des Cévennes, les schistes et les granits des Cévennes. Et j'ai noté que cette fois la discordance elle est à 1000 mètres d'altitude, elle est horizontale, mais elle est à 1000 mètres d'altitude. Donc il ne faut pas imaginer que cette surface de discordance elle est restée intacte, elle peut avoir été soulevée. Et puis elle peut avoir été éventuellement intégrée même à la chaîne alpine. Ça c'est quelque chose qu'on voit sur la route entre Grenoble et Briançon. On voit le socle hercynien ici, vertical. Et puis là, ça c'est la surface de discordance avec des calcaires triasiques qui reposent par-dessus. Donc vous voyez, cette discordance, Damien illustrera à l'échelle du million, on la voit partout en France, il n'y a aucun doute. Bon, alors, elle a 3 caractères, hein. Elle est extrêmement étendue, elle est globalement plane, vous avez vu que la surface elle-même de discordance est globalement plane, et elle nécessite évidemment, pour être bien comprise, une cause globale. Ça c'est la cause des discordances, c'est une chose qui nécessite beaucoup plus de discussion attentive. Alors, les discordances qu'on voit chez nous, elles existent, pas du même âge, mais elles existent ailleurs. Alors là, je vous montre Baltica. Vous avez compris que la mer Baltique, c'est ici. Ici, il y a le golfe de Botnie, hein, qui est une dépendance de la mer Baltique, bien sûr, entre la Finlande et la Suède.
Et vous savez tous qu'ici, il y a la chaîne calédonienne, et une des premières fois où je suis allé me promener dans cette région-là, on m'a montré ça. Des grès absolument horizontaux, j'aurais pu me croire dans les Vosges, des grès rouges, et on m'a dit, ah ben ça c'est des grès qui ont 1,5 milliard d'années. Ils sont horizontaux, et ils sont restés horizontaux depuis 1,5 milliard d'années. Et c'est pas juste une localité, la localité où est prise cette photo c'est Dala. Voilà. Mais tout ce qui est en jaune ici, c'est ces grès horizontaux. Et ça donne une idée tout à fait correcte, qui est que ça, c'est un craton, quelque chose qui est stable, depuis effectivement, qui n'a pas subi de déformation depuis au moins 1,5 milliard d'années. Et alors, ce qui est vrai des grès, c'est éventuellement vrai aussi des calcaires. Alors ça, c'est des calcaires qui sont d'âge ordovicien, qui sont très classiquement exploités dans différentes localités de cette région-là, qui forment un gros affleurement ici en mer de Botnie, et puis qui forment toute la plateforme qu'on qualifie plutôt de plateforme russe. Et quand je dis qu'ils sont exploités, évidemment, pour remettre les choses à l'échelle, ça c'est une vision, une coupe de ces structures. Alors il y a le cambrien, l'ordovicien, le silurien, et au sommet un petit chapeau de volcanite permienne qui sont absolument horizontales sur une surface ici qui a été dégagée par l'érosion, en particulier par la circulation des glaciers pendant les dernières glaciations quaternaires, qui ne fait que reprendre la surface de discordance qui est ici. Vous voyez que là, le sol devient plat, mais que cette surface-là, c'est simplement la surface de discordance anté-cambrien qui est réexhumée et mise aujourd'hui à l'affleurement. Donc ça donne bien une idée de ce qu'est le craton balte, avec éventuellement, là je remets une figure parce que je vais devoir m'en servir, ça c'est des couches siluriennes exploitées sur l'île de Gotland. Gotlandien, c'est un ancien équivalent du coup silurien. Ce sont des calcaires blancs, parfaitement horizontaux, extrêmement riches en fossiles. Et vous allez voir pourquoi je vais devoir le réutiliser. Alors, évidemment, il y a un lien entre la stabilité d'un craton et ce qu'on sait aujourd'hui de l'épaisseur de la croûte continentale à cet endroit-là. Et je sais parfaitement, parce que je le dis en permanence, la croûte continentale en France, on a comme échelle de référence que l'épaisseur moyenne de la croûte, en dehors des zones amincies ou des zones épaissies, elle est de l'ordre de 30 km. Donc il faut se rendre compte que dans Baltica, la limite est à peu près ici. Ça c'est Baltica, vous reconnaissez ici évidemment la Finlande, la Suède, la Norvège. Et bien vous voyez qu'ici les teintes bleues, elles montrent que l'épaisseur est plutôt de l'ordre de 50 km. L'épaisseur de la croûte. Donc notre valeur de référence 30 km pour l'épaisseur de la croûte, elle est vraie en Europe occidentale, elle n'est pas vraie en Europe orientale. Il faut se souvenir de ça. Bon, une fois qu'on a pointé ces différentes choses, on se dit, je vais devoir comprendre la chaîne hercynienne en disant quels sont les domaines continentaux et océaniques qui sont apparus à un moment donné et puis ensuite qui ont disparu pendant la convergence. Alors il y a toute une série de vocabulaires, vous les avez vus d'ailleurs sur un schéma qu'a présenté juste auparavant Nelson. Vous aviez Avalonia, Armorica, Gondwana, le Russia, j'ai déjà expliqué. Et donc maintenant, ce que je vais, puisque on est clair sur les racines de ces mots, on peut essayer de se dire, bon ben, je vais devoir organiser l'histoire de la chaîne hercynienne en pensant à tout ça. Et je vais me concentrer seulement sur 3 points. Qui est, qu'est-ce que je sais de la sédimentation au Paléozoïque inférieur? Qu'est-ce que je sais éventuellement du magmatisme?
Et qu'est-ce que je peux dire en utilisant les données de la paléobiogéographie, une discipline qui malheureusement, je reviendrai longuement, n'est pas ou peu enseignée. Alors évidemment, la première chose, c'est que on va sur le terrain et on étudie des coupes. C'est aussi bête que ça, des successions stratigraphiques. Et que ces successions stratigraphiques, on fait confiance aux stratigraphes et aux paléontologues pour nous en donner un âge. Pourquoi on a besoin d'un âge? Pas simplement pour le plaisir de savoir que c'est ordovicien, mais surtout pour le plaisir de pouvoir corréler des événements à grande distance sur la base de leur contenu fossile. Alors, de ces successions stratigraphiques cambro-ordoviciennes, vous voyez que maintenant vous allez voir une série de cartes qui sont toujours les mêmes et où on reproduit les informations disponibles, celles que vous pourriez voir sur le terrain. Vous avez l'occasion d'aller voir sur le terrain de manière plus ou moins proche. Alors, le premier point concerne la nature des sédiments. Si je vous ai montré tout à l'heure la carrière de calcaire qui était, j'ai les yeux trop collés, voilà, qui était ici, à Gotland, c'est pas pour rien. C'est parce que l'ordovicien et le silurien de Baltica, c'est une succession de calcaire. Le cambrien et l'ordovicien dans le nord-ouest de l'Écosse, c'est les calcaires. Nous aurions toutes les peines du monde à trouver des calcaires cambriens, ordoviciens, siluriens en Europe occidentale. Dans l'ensemble de l'Europe occidentale, quand les roches sédimentaires affleurent, c'est les données qui sont en couleur ici, ce qu'on voit essentiellement, c'est des schistes et des grès. Je me rappelle que quand j'ai eu des cours de stratigraphie, ça me parlait au dernier degré parce que j'avais toujours l'impression que c'était schiste, grès, puis schiste et chèque, et grès. Et je me disais, mais qu'est-ce qui nous emmerde avec ça? Voilà. Bon, petite nuance aujourd'hui. Là-haut, si j'avais suivi un cours de stratigraphie, ce serait calcaire, puis encore calcaire un peu gris, puis calcaire un peu rouge, puis calcaire en orthocère, et ainsi de suite. Deux mondes différents. Et deux mondes qu'on comprend tout de suite entre nous. On sait que la sédimentation carbonatée est caractéristique de climats plutôt chauds. Et que la sédimentation silico-détritique, c'est quelque chose qui a lieu soit parce qu'on est proche d'une source comme une chaîne de montagne, soit parce qu'on est en climat tempéré ou froid. Et donc, rien que de distribuer ces deux grands types de sédiments sur une carte de l'Europe, ça nous dit que ces régions-là, elles étaient proches de l'équateur, alors que ces régions-là, elles étaient un domaine tempéré ou polaire. D'accord? Et vous le savez très bien, quand un Breton veut du calcaire, il va en chercher dans le bassin de Paris. Oui, mais le bassin de Paris, au moment où les couches jurassiques et crétacées du bassin de Paris se sont développées, on était 15-20 degrés nord. Et les premiers calcaires qui apparaissent dans les successions paléozoïques, je les ai montrés tout à l'heure, c'est dévonien, carbonifère, lucien, qu'on voyait tout à l'heure en discordance à la carrière de Marquise. D'accord? Et donc, le fait qu'on passe dans nos domaines, ici, d'une sédimentation fondamentalement silicoclastique au cambrien et à l'ordovicien, vers les premiers calcaires, disons, dévoniens, développés fortement au carbonifère, à ceci près qu'on devient continental, et puis ensuite pendant toute la succession mésozoïque, ben ça c'est aussi un marqueur du fait que le domaine en termes de plaques auquel nous appartenons n'a pas cessé de migrer depuis une position polaire vers la position qu'on occupe actuellement à 45 degrés nord. Alors ça c'est un premier point. Le deuxième point que les stratigraphes utilisent, c'est la polarité rivage vers le bassin. Bon, en toute rigueur, ici ce ne sont pas des calcaires, ce sont des mudstones, des argilites noires, plus profondes, et on a ces polarités qu'on peut reconstituer. Alors vous voyez qu'ici on n'est pas très surpris de les voir dans cette position parce qu'on sent bien que ça c'est la croûte continentale très épaisse, stable depuis 1,5 milliard d'années. Et qu'est-ce que nous disent ça, ces
flèche, c'est qu'on va avoir un domaine océanique ici. Voilà. Évidemment, pour avoir des faciès sédimentaires plus profonds, il faut qu'on amincisse la croûte et qu'on aille finalement, pour faire une position de marge, et qu'on aille vers un domaine océanique. Et puis enfin, le dernier point que nous enseignent ces cartes, c'est qu'à la fin de l'Ordovicien, il y a eu un petit épisode glaciaire, qu'on appelle l'Irdancien. Un petit épisode glaciaire qui a couvert d'un inland 6 toute l'Afrique du Nord. Mais nous étions dans une position où on voit seulement des faciès glaciaux marins, c'est-à-dire ceux qui étaient transportés par les icebergs, et quand les icebergs fondaient, les blocs qui tombaient au fond. Ça, c'est des choses qu'on voit, c'est une excursion assez classique dans la région de Caen, et puis par exemple ici à Crozon, c'est tous les triangles qui sont ici, qui sont développés. Il y a de très très beaux exemples en Thuringe ici, avec des galets striés. Et puis vous voyez qu'à quelque chose près, là, ces points noirs, c'est des domaines où l'on voit la transition entre l'Ordovicien et le Silurien, mais où ces faciès glaciaires en tant que tels n'existent pas. Par contre, ce qu'on y voit, c'est une lacune parce que, évidemment, pendant la glaciation, il y a eu une baisse drastique du niveau de la mer, de l'ordre d'une centaine de mètres, et toutes ces régions ont émergé. Et donc, dans toutes ces régions, la transition ordovicien-silurien, elle est discontinue parce qu'il y a eu immersion. L'autre point qui est apparu alors je vais faire un gros coup de publicité pour la biogéographie. L'autre point qui est apparu petit à petit aux stratigraphes, c'est qu'ils ont été capables de reconnaître des successions sédimentaires identiques dans des régions qui aujourd'hui sont extrêmement éloignées. Alors la première chose qui a été reconnue à cet égard, c'est cette région ici, les calcaires de Durness en Écosse. On s'est aperçu en 1850 déjà, 1860, que c'était les mêmes que les successions qu'on pouvait observer au Canada ou au Groenland. Au Groenland un peu plus tard, en 1860, on ne les connaissait pas encore. Mais finalement, l'idée est là. Et puis, il y a un deuxième point qui a été établi. Je pense que c'est l'image suivante. Un deuxième point qui a été établi dans les années 70, c'est que les successions que l'on voit à Crozon sont exactement les mêmes que celles que l'on voit dans une région portugaise qui s'appelle Buchaco. Busaco, si vous préférez. Bon. Et quand je dis les successions sont les mêmes, oui, la succession des formations est la même. Il y a les séries rouges, le grès armoricain, les schistes noirs à trilobites, une nouvelle série gréseuse, et puis là au sommet, les faciès glaciaux marins avec quelques tout petits niveaux de calcaire. Et pour me convaincre que les successions étaient les mêmes, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue en arrivant à Rennes avec les paléontologues à l'époque, qui m'ont dit, mais Michel, c'était Jean-Louis Henry, mais Michel, je vais en vacances chercher des trilobites. Qu'est-ce que je constate? Je constate que 12 mètres au-dessus du grès armoricain, j'ai un petit niveau à Plaza Coma. Je ne le connais pas à Crozon. Les vacances sont finies, qu'est-ce que je fais? Je vais à Crozon, évidemment. Pourquoi je ne le trouve pas? Et je cherche attentivement, et je le trouve à Crozon, non pas 12 mètres au-dessus du grès armoricain, mais 14,5 mètres. Et donc, le jour-là, j'ai compris que si on en était à ce point-là, c'est que les deux successions sont identiques. D'accord? Alors évidemment, vous allez me dire que les deux successions soient identiques, c'est pas une grosse surprise. Hein. Il y a entre les deux le golfe de Gascogne, dont on sait qu'il s'est ouvert au Crétacé moyen, et donc évidemment, de trouver des successions identiques de part et d'autre, à l'arc ibéro-armoricain près, je ne suis pas surpris. Voilà, alors ça va au point que il y a un collègue brestois, Martial Karoff, qui a étudié en détail les formations volcaniques qui sont au sommet de l'Ordovicien et qui prétend qu'entre Crozon et le Portugal, c'était un édifice volcanique monogénique.
un édifice volcanique unique qui a été coupé en deux au moment de l'histoire tardive varisque et puis de l'histoire évidemment du golfe de Gascogne. Alors, on peut aller en fait beaucoup plus loin dans ces raisonnements par l'intermédiaire d'un outil qui s'appelle la biogéographie. La biogéographie, c'est une discipline qui est peu, voire pas du tout enseignée. Pourtant, c'est une discipline intégrative qui est absolument formidable. Demandez, montrez à vos étudiants la carte de répartition des baobabs. Il y en a à Madagascar, il y en a en Afrique du Sud, il y en a en Australie. Vous ne me ferez pas croire, ou pas facilement croire, que les graines de baobab, ça vole depuis l'Afrique du Sud jusqu'en Australie. Donc, il me reste deux solutions à explorer. La première solution, c'est que les graines flottent, soient capables de traverser l'océan et d'arriver en Australie. La deuxième solution, c'est de savoir que ça, c'était un bloc unique qui s'appelait la Pangée, et que les ancêtres des baobabs actuels qui vivent dans les deux régions vivaient sur le domaine qui s'est ultérieurement fragmenté. Et on a là une entrée formidable qui permet de faire le lien entre des approches historiques, géologiques, sur la dispersion des continents, et par exemple la phylogénie moléculaire. Qu'est-ce que l'ADN des baobabs nous dit sur ces différences-là? Voilà. Alors ça s'appelle le dispersalisme et la vicariance en termes... Alors, quand on veut appliquer ce type de raisonnement au paléozoïque, évidemment, j'ai pas de baobab au paléozoïque, j'ai très peu de vertébrés, par exemple, continentaux qui me permettraient de le faire. Je suis obligé d'utiliser la faune marine. Et l'idée de base des paléobiologistes, c'est de dire qu'en ce qui concerne la faune marine, le domaine profond, pélagique profond, il est occupé par des espèces qui ont éventuellement une répartition extrêmement grande. Et que si je veux vérifier des connexions à courte distance, il faut que j'utilise des organismes qui vivent dans les domaines peu profonds, qui sont des organismes benthiques peu profonds. Ça veut dire que j'utilise les graptolites et les conodontes pour faire des corrélations à grande distance, et j'utilise les brachiopodes et les trilobites quand je veux vérifier le caractère endémique ou non d'une faune à un endroit donné. Alors, je vais vous embêter un petit peu avec les trilobites. Vous savez tout ce que c'est. C'est des drôles de bêtes, des arthropodes marins, où un même individu a l'avantage de pouvoir être fossilisé plusieurs fois, parce que, ok, il mue, donc il y a plusieurs exuvies qui peuvent être fossilisés du même individu. Ça sera jamais mon cas, malheureusement, mais eux, ils s'en sont capables. Et puis vous savez tous aussi que c'est des organismes qui sont relativement abondants, relativement nombreux, beaucoup utilisés pour la stratigraphie à un moment donné. Et puis ils ont un autre avantage, c'est qu'il y a des collectionneurs qui sont vraiment acharnés, qui passent leur week-end à chasser du trilobite. Et du coup, on les connaît bien, ces trilobites. C'est fantastique. Voilà. Alors, ce qu'on sait moins de ces trilobites, c'est qu'on pense, les images que je viens de vous montrer, c'était ça. On pense que ce sont des organismes benthiques qui vivent sur le fond. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des trilobites qui sont pélagiques, et je ne rentre pas dans les détails nécessairement, mais il y a des espèces qui sont profilées pour la nage, et d'autres qui ont des yeux absolument gigantesques, qui couvrent éventuellement l'intégralité de la tête, parce qu'ils sont dans les zones avec très faible luminosité, comme certains crustacés actuels pélagiques profonds. Donc on peut utiliser l'association des trilobites benthiques, méso et épipélagiques pour répondre à un certain nombre de questions. Et donc il se trouve que je me suis pris au jeu
Alors, je commence avec les trilobites épipélagiques, ceux qui vivent entre 0 et 200 mètres de profondeur en pleine eau. Je ne vais évidemment pas les trouver dans les domaines sédimentaires dans lesquels il y a des sables et des conglomérats très proches du littoral. Ils vont être relativement largement répartis. Et là, vous voyez qu'à quelque chose près, ce ne sont pas les mêmes groupes qui sont présents dans Baltica, Laurentia et Gondwana au sens large. Ce sont des groupes qui sont différents. Qu'est-ce que ça veut dire quand des groupes sont à ce point différents? Ça veut dire que la distance qui séparait les domaines où je les trouve aujourd'hui, c'était une distance qui était très grande. Alors qu'est-ce que ça veut dire très grande? Les trilobites, qu'ils soient pélagiques ou qu'ils soient benthiques, ont des larves. Et en fait, c'est la durée de vie des larves qui permet la dispersion des espèces. D'accord? Alors que les larves soient planktotrophiques ou qu'elles se nourrissent de plancton ou de vitellus, pour dire les choses sans mots compliqués, les cytotrophes ou planktoniques. Il n'empêche, le point central étant, et on va y revenir plusieurs fois, que si les faunes de trilobites sont différentes là, c'est que les océans supposés, c'est mes traits gris ici, sont des océans qui avaient des dimensions supérieures à quelque chose de l'ordre du millier de kilomètres. Voilà. Hein, là encore, je me place comme si j'habitais en Bretagne, que je vais à Saint-Malo le week-end, que je ramasse tous mes coquillages, je regarde ce qu'il y a. Bon, au bout de quelques années, j'en ai marre parce qu'une centaine d'espèces, puis je trouve toujours les mêmes. Je casse ma tirelire, je vais à Jersey. Jersey, c'est pas très loin, bon, ok. Je trouve les mêmes. Pas très marrant, je casse un peu plus ma tirelire, je vais de l'autre côté en Angleterre. Je trouve les mêmes à une exception près, l'orbo, Aliotis tuberculata, n'est pas sur la côte anglaise. Mais je trouve toujours les mêmes. Donc ça fait quand même 99% d'espèces en commun. Je ne suis pas très surpris, au final. Bon, ok. Et puis il se trouve que finalement, tiens, je vais faire du terrain à Québec, mais je m'échappe pendant 2 jours, je vais sur la côte, et là, c'est 100% des espèces différentes, à 2 exceptions près d'ailleurs, la crépidule, qu'on a importée, et nous, on l'a refourguée une litorine. Voilà. Mais l'idée de base, elle est là, elle est que l'Atlantique est suffisamment large pour qu'aucune larve des espèces benthiques que l'on connaît sur nos côtes ne soit capable de la franchir et d'aller coloniser ce qui se passe en face. Et c'est ça le principe qu'on applique sur ces cartes. Alors, je le montre pour les espèces épipélagiques. Pour les espèces pélagiques, alors les espèces pélagiques, vous voyez, c'est soit les espèces qui sont profilées, soit les espèces qui ont des yeux absolument énormes. Alors ça, c'est celles qui vivent entre 200 et 800 mètres de profondeur, à peu près. Et évidemment, elles ne sont pas très nombreuses, mais qu'est-ce qu'elles me disent? Elles me disent que l'Ardenne, le Brabant, le Pays de Galles, c'était des domaines sous une tranche d'eau qui atteignait 200 à 800 mètres. Donc c'était des domaines dans lesquels la croûte continentale était très amincie. C'est plus une mer, comme on disait à un certain temps, épicontinentale. C'est plus le bassin de Paris. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, avec une croûte beaucoup plus amincie. Et je vois qu'en ce qui concerne en réalité le domaine proprement interne de la chaîne, j'ai ces faciès qui sont ici à Prague et ici, alors, dans le sud du massif armoricain, dans la région d'Anceny. Et c'est des faciès que les paléontologues aiment beaucoup parce qu'ils associent 2 types de trilobites. Je crois que j'ai mis un détail. Ils associent 2 types de trilobites qu'on aura l'occasion de revoir. Les formes pélagiques avec des yeux gigantesques et les formes benthiques sont toutes aveugles. Ce qui veut dire clairement qu'on est très profond. Ça veut dire que quand je vis au fond de l'eau, je n'ai pas besoin de voir, de toute façon il fait noir tout le temps. Et la seule chose qui peut m'arriver du ciel, c'est un trilobite avec des yeux gigantesques. Voilà. Bon, en tant que paléontologue, je ne suis pas capable de les identifier, rassurez-vous, je ne collectionne pas les trilobites, je collectionne les noms latins de trilobites. C'est tout. Je me fais des listes de noms latins. Voilà.
Pour faire les statistiques, je vous montrerai, j'ai collectionné 650 espèces et leur répartition en Europe occidentale. Voilà. On s'occupe, c'est pour ça que la retraite est occupée. Bon. Et du coup, voilà l'image à laquelle on arrive. On arrive à une image, regardez bien, les différents sigles, c'est différents types de trilobites. Alors, regardez à quel point, voilà, on trouve les mêmes types de trilobites à Baltica. Les mêmes types de trilobites, alors il n'y a que 2 gisements ici pour l'ordovicien, mais on trouve les 2 espèces qui sont présentes ici, on les trouve à Terre-Neuve et au Groenland. Donc autrement dit, ce qu'on caractérise parfaitement là, c'est l'Orantia. Ce qu'on caractérise parfaitement ici, c'est Baltica. Et puis, ce domaine-là, c'est un domaine qu'on dit être gondwanien, mais regardez quand même, les faunes de l'Ardenne ou du Pays de Galles ne sont pas les mêmes que les faunes du massif armoricain. Et ça a posé énormément de problèmes aux stratigraphes au siècle dernier et encore aujourd'hui, parce que si, alors je pense à Murchison, 1859, c'était un personnage un peu particulier, qui s'appelait lui-même l'empereur de la Silurie, et qui se faisait acclamer par les géologues dans les congrès internationaux comme étant l'empereur, et si moi je devais travailler en Bretagne sur le Silurien, j'étais un de ces soldats qui conquéraient ces territoires. Il a été temps visiter ses troupes. Il est venu à Laval. Il a fait la coupe de la vallée de la Mayenne. Et la conclusion de la coupe de la vallée de la Mayenne, c'était « Bravo, mes soldats, vous avez bien agi, c'est bien du silurien au sens large. » À l'époque, c'était ordovicien et silurien au sens moderne. Mais je suis quand même un petit peu troublé. Les espèces, ce ne sont pas les espèces que je trouve dans le Pays de Galles, qui est ma référence. Donc, j'ai appris du coup 2 choses. J'ai appris qu'effectivement, les faunes sont probablement semblables, mais si elles diffèrent tout au point de vue spécifique, c'est qu'ici, ce que Murchison ne savait pas, il y a un domaine océanique qui fait au moins 1000 km de large. Et donc ça, c'est l'invention du terme avalonien, puisqu'on va depuis le massif du Harz, l'Ardenne, le Brabant, le Pays de Galles, et que de l'autre côté, on trouve la même chose à Terre-Neuve, la presqu'île d'Avallone, voilà, c'est à Terre-Neuve. Tous ces terrains ont été appelés Avalonia. Et Avalonia est quelque chose de différent de tous les autres ensembles qu'on trouve plus au sud. Et donc du coup, j'arrive à une définition un peu plus stricte de la chaîne hercynienne. La chaîne hercynienne, c'est la collision entre des terrains gondwaniens et un ensemble déjà formé à cette époque qui regroupait Avalonia, Baltica et Laurentia, un ensemble qu'on appelle l'Aurussia. Entre les deux, il y avait un espace océanique relativement grand, ou très grand, qui s'appelait le Reik. Bon, je pourrais rentrer un peu plus en détail sur ces choses-là, mais vous voyez que l'idée de base, elle est de réfléchir sur la distribution des espèces sur une carte actuelle, sans a priori les différents points, les différentes zones qui sont là en gris, c'est différentes zones qui ont été proposées comme potentielles sutures océaniques. Alors vous allez me dire, puisqu'on parle de sutures océaniques, autant aller les voir. Alors, oui, je ne vais pas rappeler, mais ça c'est, vous voyez, cercle noir, ça veut dire espèce identique. Ça c'est la région d'Ancenis, ça c'est la région de Prague. Pas besoin de faire un dessin, d'autant plus que, en réalité, quand on compare cette espèce ici et celle-ci, vous voyez que ici c'est noir, là c'est blanc, mais en réalité, c'est parce que les individus sont assez mal conservés et que les biologistes, enfin les paléontologues sont un peu prudents et disent oui, bon, ça ressemble à, mais je ne suis pas tout à fait sûr que... Bon, et donc ils ne prennent pas une position ferme. Alors quand on veut des chiffres, ben oui, on veut des chiffres. 0 espèce commune entre la Bretagne et l'Ardenne. 2 espèces communes sur 200 espèces décrites entre la Bretagne et le Pays de Galles. Bon, ça veut dire aucune connexion. D'accord, il y a toujours des espèces cosmopolites. Des cachalots, on en voit en Bretagne. Ah, mais c'est pas parce qu'on
voit des cachalots qu'on est à côté de Terre-Neuve. Voilà. Évidemment, si on est trop brutal, on finit par perdre le message, mais il est là. Et du coup, l'idée de base qui se dégage, c'est que si on doit maintenant réfléchir à l'organisation globale du Paléozoïque en Europe, en disant quels sont les différents domaines que l'on identifie sur une base, je dis bien géologique. En disant une base géologique, je pense à la stratigraphie, la nature des sédiments et les fossiles qu'on y trouve, avec l'aspect paléobiogéographie. Eh bien, ce qu'on identifie parfaitement, c'est Baltica, Laurentia, on l'a vu, Avalonia. Alors, le code couleur sur ces images, c'est un code classique chez les tectoniciens. On marque d'une teinte pâle les domaines non déformés et d'une teinte plus foncée le même domaine quand il a été impliqué dans une chaîne de montagnes ultérieure. Donc autrement dit, tous les terrains qui sont ici, c'est des terrains baltiques impliqués dans la chaîne calédonienne. Les terrains qui sont ici en vert relativement foncé, c'est des terrains laurentiens impliqués dans la chaîne calédonienne également dans ce cas-là. Et puis ici, bien sûr, hein, l'Ardenne, c'est un territoire hercynien, bien sûr, mais les roches que l'on y trouve, elles sont avaloniennes. Alors ça, c'est des choses qui sont tout à fait claires. Ce qui est tout à fait clair aussi, c'est que le domaine centre-armoricain, ici, centre et nord-armoricain, il a un équivalent qui est ici, avec les deux points particulièrement insistants qui sont Crozon et Boussaco. Et le sud du massif armoricain, lui, il est qualifié de poénien. Poénien par référence à les faunes qui sont observées ici à Prague sont les mêmes que celles qui sont observées ici. Ce qui veut dire logiquement qu'entre les deux, il y a un espace océanique. Encore une fois, hein, je me place du point de vue de la paléobiogéographie. Et alors, puisque je parle d'espace océanique, je sais bien que notre tendance commune, et puis ma 40 ans de travail dans les Alpes, me disent que, attends, quand on discute d'un océan, qu'est-ce qu'on va voir? Les ophiolites. Où sont les ophiolites dans la chaîne? Alors, les ophiolites, il y en a. Mais finalement, il y en a très peu. Il y a des ophiolites cambro-ordoviciennes, dont la plus classique pour nous d'ailleurs est Champs-Rousse. Il y a des ophiolites dévoniennes qui sont de loin les plus abondantes. Et puis il y a même des ophiolites carbonifères. Alors, l'idée de... Mais, contrairement aux Alpes, alors on sent bien qu'ici il se passe quelque chose là. Où l'on voit d'ailleurs, d'une certaine manière, deux océans. On voit un océan cambro-ordovicien, les étoiles noires, et un océan dévonien, les cercles rouges. Mais en même temps, on comprend bien que, enfin, je ne sais pas si pédagogiquement, on ira un jour montrer une ophiolite hercynienne à nos étudiants ou à nos élèves. On va tous aller préférer voir le Chenaillet, à juste titre. La raison derrière ça, c'est la suivante. Quand un océan est grand, il subducte avec plaisir. Il devient dense, au fur et à mesure qu'il devient âgé, et donc un beau jour, il disparaît. Cela fait 200 millions d'années qu'il y a une subduction sous les Andes. Est-ce que vous connaissez un exemple de complexe ophiolitique dans les Andes? Non, parce que la lithosphère océanique, elle a plaisir à subducter sous les Andes. Et donc ce que je vois se construire quand les océans sont très grands, c'est des arcs magmatiques calco-alcalins, éventuellement associés à des bassins arrière-arcs. Et donc les bassins arrière-arcs, ça c'est des zones où on va trouver des ophiolites, dans un bassin qui est tout petit, et en fait, à 90%, les ophiolites qu'on préserve, elles viennent des bassins arrière-arcs. Je sais, c'est une vision qui est complètement différente de la vision alpine. La vision alpine, on a deux domaines continentaux séparés par un océan, et on a préservé nos ophiolites. Et nos ophiolites, elles étaient jeunes. L'océan était étroit. Il était d'ailleurs tellement étroit qu'on n'a jamais fait d'arc volcanique. Alors la situation, pour comprendre la chaîne ici, c'est quelque chose de complètement différent. Si on a 1000 km du nord au sud à travers la France, c'est parce qu'en fait on n'a pas collidé
deux continents. On a collidé des continents avec... On a collidé deux ensembles continentaux, deux ensembles continentaux majeurs, Gondwana au sud, l'Eurussia au nord, et entre les deux, il y avait une série de lanières continentales séparées par des bassins arrière-arc. L'un de ces bassins arrière-arc, c'est celui dont Nelson nous a parlé avec le VMS HSI qui était juste ici. Voilà. Donc le domaine massif central, poème massif central, sud de la Bretagne, Galice, en fait c'est un arc. Alors bon, il y a différentes manières de le montrer de manière un peu plus propre. Je crois que j'ai quand même ajouté quelques figures, mais... oui, une des manières de le montrer, c'est d'aller dans les différents ensembles Sud-Bretagne et Massif central, et il y a un très très grand nombre d'orthogneiss. Je n'ai pas besoin de vous montrer les gneiss œillets. Vous savez tout ce que c'est. Un ancien granit déformé. Quand les géochronologistes ont commencé à dater ces granites, leur surprise a été grande. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un socle précambrien. Et 90% des âges qu'ils ont obtenus sont des âges ordoviciens. Et donc en réalité, tout ce magmatisme, c'est un magmatisme d'arc qui se conduit pendant que subducte l'océan Rique vers le sud. Ok, les choses commencent à s'éclaircir. Tout à fait au nord, un grand domaine, l'Eurussia, séparé de la majeure partie de la France par un domaine océanique, le Rique, lequel subducte vers le sud. Au-dessus de ce domaine qui subducte vers le sud, on crée un arc volcanique, les Andes. Ça, c'était les Andes. En arrière ou à l'intérieur de cet arc, on crée des bassins arrière-arc éventuellement. Et la collision, la convergence finale, elle se fait quand on raccourcit le tout. Bassin arrière-arc qui disparaissent et donnent quelques ophiolites, arcs qui sont accrétés au continent, et finalement les deux continents ensemble qui collident, qui sont Gondwana et l'Eurussia. C'est pour ça que la chaîne Varisque, c'est l'horreur. Oui, c'est l'horreur. Mais la chaîne alpine, c'est une exception totale. Qu'est-ce que c'est que ces chaînes de montagnes dans lesquelles il n'y a pas d'ophiolite, les Pyrénées, ou quand il y a des ophiolites, il n'y a pas d'arc. Alors qu'on enseigne tous que la croûte océanique, elle disparaît par subduction. Et que quand on dessine un schéma d'une zone de subduction, on fait tous un arc au-dessus, qui n'existe pas. D'accord ? Le cas normal, c'est la chaîne Varisque. Le cas anormal, c'est les Alpes, même si d'un point de vue intellectuel, notre référence, c'est les Alpes. J'ajoute que la référence peut-être majeure pour les géologues aujourd'hui, c'est pour les Alpes, c'est l'Himalaya. Et en Himalaya, c'est la même chose. Hein. On fait une coupe, nous, en général, qui va jusqu'à la suture de l'Indus Sampo, et on ne discute pas de ce qui se passe plus au nord. Le Tibet, ça fait 2000 km de large. C'est des accrétions successives d'arcs et de bassins arrière-arc. D'accord ? Donc, en fait, j'insiste bien. Oui, quand on fait l'analogie maintenant entre l'Himalaya et la chaîne Varisque, c'est pas pour rien. La raison, elle est là derrière. Alors, je ne veux pas trop discuter. Je crois que le message est passé. Oui, je conclus sur le message. C'est, vous voyez que définitivement, par rapport aux propos que j'ai introduits, je n'ai pas une vision déterministe des choses. Je ne crois, c'est-à-dire, c'est nécessaire d'introduire didactiquement les choses en disant une chaîne de montagnes, ça résulte de la collision de deux continents qui initialement étaient séparés par un océan. Point de départ, absolu, nécessaire. Mais en même temps, il n'y a pas deux chaînes de montagnes qui se ressemblent. C'est là qu'intervient la contingence. Il y a des faits qui font que un arrière-arc s'est ouvert, a scindé un arc en deux, un arc s'est développé à tel endroit mais pas à tel autre parce que la subduction n'était pas fortement pentée mais était collée à la plaque supérieure. Tout ça, c'est des détails qui font que on rentre dans le domaine de la contingence. Deux chaînes de montagnes ne sont pas équivalentes. Et du coup, quand nous on veut interpréter nos chaînes de montagnes,
Eh bien oui, notre référence intellectuelle à expliquer de manière prioritaire, c'est les Alpes, mais les Alpes nous sont un outil finalement très mauvais pour comprendre la chaîne Varisque. On se sent éminemment perdu. Donc, on va peut-être pouvoir passer aux multiples questions que vous posez probablement, et ainsi que aux stagiaires en distanciel, voilà. Pas de questions? Oui, vas-y. Moi j'avais juste une question par rapport à la polarité. Quand vous avez parlé de la polarité, et j'ai pas compris la suite en fait. Je sais qu'on l'utilise, mais j'ai pas bien saisi. Il y a différents usages du mot polarité. Polarité orogénique, c'est le sens de déplacement des nappes. D'accord? Dans les Alpes, la polarité se fait des zones internes vers les zones externes. Parce que les nappes sont plus récentes en domaine externe, dans le Jura ou dans le Vercors et la Chartreuse, qu'en domaine interne. La polarité qui est utilisée là, c'est une autre polarité. C'est où est-ce que l'on passe des faciès sédimentaires peu profonds aux faciès sédimentaires très profonds. Et dans ce cas-là, ce qui m'intéresse en tant que tectonicien, c'est que si je passe vers des faciès sédimentaires profonds, profond ça veut dire, vous l'avez compris, avec des organismes mésopélagiques, d'accord? Au-delà de plusieurs centaines de mètres de profondeur. Eh bien, c'est que je suis sur une croûte continentale amincie. Et même si je ne vois pas les ophiolites qui correspondent, j'imagine que j'étais sur une marge en bordure d'un océan. Donc je ne peux pas utiliser les faunes profondes pour faire des corrélations parce qu'elles sont partout les mêmes, mais le fait que ce soit profond me dit que j'étais en bordure d'un domaine océanique, même s'il est résorbé et a disparu aujourd'hui. Pas de questions là Oui. Je dis merci, des remerciements, Ouais. pas de questions. Il y a des questions. C'est pas visible. Pas de questions. Quand il n'y a pas de questions, ça peut vouloir dire trois choses. Ils ont dormi. Tout était clair. Ou au contraire, il y a trop d'informations, il faut digérer. Quelle est la bonne solution? Je vous ai placé dans une situation inconfortable, je sais. Mais c'était le but du jeu. Le but du jeu, c'est... bon. Je suis tout à fait conscient que votre travail d'enseignant, il doit reposer sur des choses carrées. Et que les choses carrées, vous le savez parfaitement comme moi, elles sont nécessairement fausses. Mais ce que vous savez aussi très bien, c'est que c'est dans ce petit interstice-là, où l'on dit c'est faux, que se nichent les progrès de la science dans les décennies à venir. Et de temps en temps, il faut un peu secouer le pommier, puis se dire, bon ben voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'avoue, j'ai commencé ce travail grâce aux cours que je donnais à mes étudiants, voilà, qui ont vu, voilà, il y en a qui sont dans la salle, qui ont vu les premières ébauches de cartes, parce qu'ils m'ont obligé à réfléchir un peu en plus global. C'est pas ma spécialité du tout. Et puis la deuxième chose qui m'a fait réfléchir, c'est d'aller prendre des cafés avec mes collègues paléontologues, spécialistes de trilobites, ou Jean-Loup Henry, ou Didier Néraudot aujourd'hui, et puis de discuter avec eux et de se dire de temps en temps, oui, mais alors ça sert à quoi vos affaires là? Ah, question un peu brutale, et sur laquelle, bon, comme je ne suis pas insensible à la paléontologie, j'ai compris qu'il y avait en fait de très très belles choses à raconter qui allaient bien au-delà juste des problèmes de l'évolution et qui pouvaient être des problèmes
très intéressant pour les tectoniciens parce que la paléobiogéographie, elle a réellement des résultats. Et je pourrais expliquer longuement, je ne sais pas, le rôle de Wallace dans l'histoire de la théorie de l'évolution, qu'on oublie trop en France, et qui était un biogéographe. Et je rappelle que le premier qui a envoyé une théorie de l'évolution complète, avec la sélection naturelle, c'était Wallace. Et si Darwin l'a publié dans le même numéro, c'est parce que l'aïeul et ses copains de la Geological Society lui ont dit « Dis donc, toi, tu réfléchis sur l'évolution depuis longtemps, depuis ton voyage du Beagle, il serait temps que tu fasses quelque chose, parce que nous, on vient de recevoir un papier d'un dénommé Wallace qui est en Indonésie, et qui est en train de nous dire que les faunes indonésiennes, c'est pas les mêmes que les faunes australiennes, et qu'il y a une limite entre les deux, qui s'appelle la ligne de Wallace aujourd'hui, qui sépare deux faunes distinctes. Et donc, les approches de Wallace et de Darwin étaient complémentaires, et ils s'entendaient d'ailleurs très bien, à tel point que Wallace, quand il est revenu, il a écrit un livre, après la mort de Darwin, qui s'appelle Le Darwinisme, dans lequel il a une vision un peu différente du darwinisme de Darwin lui-même, mais il a toujours respecté profondément Darwin. C'est très très intéressant, les liens entre Wallace et Darwin, hein. Mais jamais traduit en français. Attends, Nathalie. Vous avez le droit de ne pas avoir compris. Hein. Non, c'est pas ça. C'est effectivement, il y avait beaucoup d'informations à la fin. Et donc, si j'ai bien compris, vous nous dites que les massifs anciens que l'on voit donc, dans le massif armoricain et le massif central résultent également donc, de l'arc de fermeture, suite à la fermeture de l'océan Réique. Mais dans mon jeune temps, j'avais appris que les massifs armoricains et le massif central auraient pu résulter également de la chaîne calédonienne, voire même cadomienne dans le massif armoricain. Et donc, c'est encore plus ancien. Alors là, je ne sais plus trop où me situer finalement. Qu'est-ce que c'est ces massifs anciens? Est-ce que c'est très ancien et remis en mouvement au moment de la fermeture de l'océan Réique? Voilà. Je ne serai pas là tout à l'heure pour voir Damien, mais Damien vous expliquera ça. Et c'est vrai. C'est-à-dire que dans le massif armoricain, il y a des chaînes plus anciennes qui sont préservées. Il y a une chaîne plus ancienne, la chaîne cadomienne, qui est préservée. Mais il faut bien se dire que on navigue, le paléozoïque, c'est 250 millions d'années. C'est plus long que l'ensemble mésozoïque plus cénozoïque. Et donc, en 250 millions d'années, il s'est passé des choses, et en particulier, il y a eu des ouvertures de domaines océaniques qui ont scindé même les domaines continentaux préexistants, ceux qui Les deux choses sont donc vraies. Il y a bien une chaîne de montagnes plus ancienne, cadomienne, et il y a bien des domaines précambriens qui étaient séparés par l'océan Réique qu'on a recollé ensuite. Ça, c'est pour le massif armoricain. Et pour le massif central, est-ce qu'il y a aussi ces indications d'une ancienne chaîne de subduction dans le massif central, alors peut-être calédonienne et pas cadomienne? Alors, je vais répondre en deux temps. Quand les premiers géochronologistes ont trouvé des âges ordoviciens pour des granites, dans le massif central en particulier, c'est là que ça a commencé, ils ont dit, mais voilà la trace d'une chaîne calédonienne. Non, ça c'est faux. D'ailleurs, c'est faux au sens, si on entend une chaîne de montagne comme étant la chaîne calédonienne, la collision Baltica-Laurentien, il n'y en a aucune trace dans le massif central. Mais en même temps qu'au nord, il y a une collision Laurentien-Baltica, au sud, il y a une subduction du Réique sous le massif central qui produit des magmas calco-alcalins. Et on les trouve en effet. Voilà. Mais on les trouve, comme c'est très déformé et très métamorphique, je ne les vois pas. Je vois des gneiss œillés. Et si un géochronologue n'en extrait pas les zircons en me disant ah ben ça c'est ordovicien, au contraire c'est précambrien, je suis incapable de le dire. Moi, sans lien avec la fin de votre réponse, c'est est-ce que le chimisme des granitoïdes varisques en France correspond à du calco-alcalin? Ça, c'est une question compliquée. C'est une question compliquée parce qu'il y a deux... le mot calco-alcalin, il est utilisé en deux sens différents. Il y a le chimisme calco-alcalin, c'est ceci, cela. Et puis il y a le magmatisme calco-alcalin qui est dans les arcs. Alors il faut faire très attention qui parle.
quand c'est un géochimiste qui utilise le... Alors voilà, il y a un aspect descriptif qui est de dire c'est un magma calco-alcalin, et il y a un aspect génétique qui est de dire ce magma calco-alcalin, il a été généré dans un arc. Et bon, alors, à 80% des cas, c'est vrai, et puis il y a un certain nombre de cas où c'est faux. Parce que, imaginez un arc qui a 600 millions d'années, un arc, les Andes, ici produit un magma calco-alcalin. Quand, 400 millions d'années après, je fonds ces magmas dans la chaîne Varisque, eh bien ces magmas, ils gardent une mémoire isotopique de ce qui s'est passé antérieurement. Ils sont toujours calco-alcalins, mais ils ne sont pas nécessairement générés dans un arc. Je sais, c'est pour ça que je préfère les trilobites. Votre question? S'il n'y a pas d'autres questions en distanciel non plus, apparemment il n'y en a pas. Il n'y a pas d'intervention. Bon, écoutez, on ne peut que remercier Michel Ballèvre pour cette brillante